Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la fin de l'exercice Luongo 2014. Cette opération avait pour but de tester la capacité de déploiement rapide de la force multinationale de l'Afrique centrale. L'Union africaine salue la mémoire du président zambien Michael Sata, décédé mardi à Londres. La présidente de la commission de l'institution s'est exprimée ce mercredi, vous l'entendrez dans ce journal. Et l'Université nationale somalienne a rouvert ses portes, une bonne nouvelle pour les étudiants issus de familles modestes qui ne pouvaient prétendre aux établissements privés. L'exercice Luongo 2014 de la force multinationale de l'Afrique centrale a pris fin mardi par une prise d'armes à la base aérienne de Pointe-Noire au Congo. Plusieurs chefs d'État étaient présents à cette cérémonie. Luongo 2014 a permis de tester la capacité de déploiement rapide des forces, notamment en cas de péril humanitaire. Un reportage de notre envoyé spécial, Serge Kofi. Fin de l'exercice Luongo 2014 de la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, ce mardi à la base aérienne de Pointe-Noire au Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Ali Bongo Ondimba du Gabon et de Théodoro Obiangema Bazogo de Guinée équatoriale, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Avec un effectif de 3000 hommes engagés, l'exercice Luongo 2014 avait pour objectif de tester la capacité de déploiement rapide au format de la FOMAC, suivant le concept de la force africaine en attente. L'exercice Luongo 2014 a montré l'opérationnalisation totale de la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, conformément au cycle général de l'exercice continental à Mali, Africa 2. Il a également montré l'aptitude de la CEAC à planifier et à conduire une capacité de déploiement rapide CDR selon le concept de la force africaine en attente. Le terrorisme est aux portes de la CEAC avec Boko Haram à la frontière du Cameroun et du Nigeria, l'instabilité politique et sécuritaire en cours en Centrafrique et les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Représentant le chef de l'État tchadien qui assume la présidence de la communauté, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Débé a appelé les Africains à relever le défi du terrorisme. C'est dit donc toute l'importance de la mobilisation des États de la CEAC, appeler plus que jamais à mutualiser leurs efforts, leurs moyens et à fédérer leurs énergies pour débarrasser notre sous-région de toutes les menaces sécuritaires, de toutes les intentions malveillantes de nature à mettre en péril nos institutions démocratiques librement choisies par nos peuples respectifs, ainsi que la paix et la tranquillité des petits citoyens de notre espace communautaire. Pour rappel, près de 3000 hommes, gendarmes, policiers, militaires venus des 10 pays membres de la CEAC ont pris part à l'exercice Luongo 2014 sous la direction du chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye. Le thème de l'exercice a été l'intervention de la FOMAC dans le cadre d'une capacité de déploiement rapide pour résorber une situation d'extrême gravité et le péril humanitaire. Dans l'actualité également, la réaction de l'Union africaine après la mort du président zambien Michael Sata. Le chef de l'État de Zambie, âgé de 77 ans, est décédé mardi soir à Londres où il était soigné. La présidence par intérim sera assurée par Guy Scott en attendant la tenue d'élections anticipées. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué la mémoire du président défunt. On l'écoute. Nous avons accueilli avec tristesse la mort du président zambien, son Excellence Michael Sata. Depuis son élection en tant que 5e président de la Zambie en septembre 2011, le président Sata a participé de façon active aux activités de l'Union africaine. Je me souviendrai de sa sympathie, mais aussi de son engagement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. En signe de compassion pour sa famille, pour le gouvernement et tout le peuple zambien, j'ai demandé la mise en berne des drapeaux au siège de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, je présente à la famille Sata, au gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple zambien mes condoléances les plus attristées.
En Libye, à présent, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Selon le nouveau représentant spécial des Nations Unies, Bernardino León, le processus politique s'ébranle de jour en jour. Il décrit un pays au bord de la guerre civile, avec notamment la prolifération des milices armées. Ibrahim Ndiaye. La situation sécuritaire en Libye inquiète. Elle ne cesse de se dégrader de jour en jour, l'instabilité résultant de la prolifération des armes, parallèlement aux dangers terroristes avec l'apparition de groupes extrémistes, est un défi central dans le processus de transition démocratique en Libye. La crainte principale est de voir la Libye devenir un foyer du terrorisme avec des conséquences sociopolitiques et économiques importantes. Je pense que le temps commence à manquer à ce pays. Le risque, c'est que ces dernières semaines, nous sommes arrivés tout près du point de non-retour. Cette instabilité menace aujourd'hui l'économie libyenne dont 98% des exportations reposent sur les hydrocarbures. Une situation qui semble donner raison aux observateurs qui avaient peur que l'intervention occidentale en Libye transforme cette région en un terreau du terrorisme. La situation en Libye devient vraiment catastrophique. Nous avions tous un espoir d'une entente, d'un compromis en différentes factions, ou au moins un dialogue, mais il n'en est rien. Vraiment, on a affaire à des jusqu'au-boutistes, côté soutien des islamistes qui occupent une bonne partie de la capitale et puis de plusieurs villes, et puis côté aussi de ce qu'on appelle les laïcs qui aussi occupent une bonne partie du territoire. Il y a des tiraillements dans la deuxième ville de la Libye, à Benghazi, entre le général en retraite Haftar, qui représente l'armée et les forces éradicatrices, et puis il y a les islamistes de l'autre côté. Conséquence, le pays est divisé avec l'existence de deux gouvernements. Pour trouver une solution, il faut donc une forte implication de la communauté internationale pour permettre à la Libye de retrouver une stabilité. Toutes les tentatives de dialogue et de résolution du conflit par voie pacifique n'ont rien donné. Et là, on est vraiment dans une situation où il y a deux gouvernements. Il n'y a aucun qui maîtrise l'ensemble du territoire. Et il y a deux parlements et aussi des milices qui occupent des territoires entière, donc c'est une situation catastrophique. En attendant, l'exécutif reconnu par la communauté internationale et la Chambre des représentants se sont repliés à Tobruk, une ville située dans l'est de la Libye. En Somalie, depuis le départ des miliciens Chebab de Mogadiscio, les autorités tentent progressivement de reconstruire la capitale. Et signe de ces efforts, l'Université nationale a rouvert ses portes. Une bonne nouvelle pour les étudiants issus de familles modestes qui ne pouvaient prétendre aux établissements privés. Grazela Tchakounté. Nouveau souffle pour l'enseignement supérieur en Somalie. 23 ans après sa fermeture, l'Université nationale rouvre ses portes. Situé dans le quartier d'Amarwein à Mogadiscio, le campus ambitionne désormais de former des futurs leaders, ceux-là même qui devront repositionner le pays sur l'échiquier international. J'aimerais demander à toutes les Somaliennes de se lever pour aller à l'école afin de recevoir une formation qui leur permettra d'aider leur pays. Les hommes vont de l'avant et nous devons être comme eux. Je demande instamment à toutes les mères de laisser leurs filles aller à l'école afin qu'elles soient en mesure de leur venir en aide dans le futur. L'Université nationale somalienne comptait près de 15 000 étudiants avant sa fermeture. Pour beaucoup, la reprise des cours est le symbole d'une stabilité retrouvée, bien que fragile. Ainsi, ils sont nombreux à effectuer le voyage des zones les plus éloignées du pays pour rejoindre l'une des 6 facultés ouvertes. Le gouvernement favorise ainsi ce qu'on appelle l'égalité des chances, parce qu'avec l'enseignement privé uniquement, beaucoup de jeunes ne pouvaient pas s'inscrire par manque de moyens financiers, mais le gouvernement somalien a réalisé qu'il était de son devoir de favoriser l'égalité des chances chez les jeunes somaliens. De nombreux défis restent à relever pour remettre les institutions somaliennes sur les rails. L'urgence aujourd'hui est de rétablir un système éducatif paralysé par des années de conflits afin que les diplômés de demain puissent aider à conduire leur pays sur la voie du développement.
Santé à présent, l'Ouganda est le premier pays africain à légaliser la prescription de la morphine. Ce médicament palliatif pourra ainsi être prescrit notamment pour les malades en phase terminale du cancer. Un premier pas important dans le traitement de la douleur sur le continent. Aminata Diak. La morphine est peu utilisée dans le continent africain. Pourtant, certains pays commencent à s'affranchir des craintes liées à l'utilisation de cet analgésique. L'Ouganda est le premier pays africain à permettre aux médecins de prescrire le médicament aux patients. Il a fallu attendre 2004 pour que les malades puissent accéder aux médicaments pour soulager leur douleur. À Kampala, la capitale ougandaise, Tamal Mourindi prend chaque matin sa dose de morphine. Les traitements lui sont prodigués par Hospice Africa Ouganda, une organisation spécialisée dans les soins de santé pour patients souffrant de fortes douleurs. Avant de commencer à prendre la morphine, j'allais trop mal. Mais lorsque j'ai commencé à prendre le médicament, j'arrivais enfin à dormir. Avant, je pouvais rester éveillé toute la nuit, mais avec la morphine, dans les 3 heures, j'arrive à bien dormir. Le gouvernement ougandais produit et distribue la morphine aux hôpitaux. Seulement certains médecins craignent la prescription aux patients qui pourraient détourner son utilisation au profit de la production d'héroïne, une hypothèse que certains professionnels tentent de relativiser. La morphine, le principal antalgique, dit de palier 3, prescrite contre la douleur, est capable de contrôler correctement et de manière appropriée la douleur intense chronique, provoquée par le cancer et d'autres maladies. La morphine est un médicament essentiel et peu coûteux pour le traitement de la douleur sévère. Cependant, les réglementations gouvernementales restrictives et le manque de formation des professionnels de la santé empêchent un traitement médical efficace dans de nombreux pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de Non Stop Info.